Que feriez-vous si la loyauté la plus solide devenait soudain une menace mortelle ? Dans une base écrasée par la chaleur de Ouagadougou, une révélation intime suffit à faire vaciller la discipline, l'autorité et la survie collective. Car une seule faille humaine peut entraîner l'effondrement d'un commandement entier. Pourquoi cette décision précise, prise par Ibrahim Traoré, dépasse-t-elle le sort d'un soldat et engage-t-elle l'idée même de justice, de cohésion et de leadership dans un Burkina Faso sous pression ? En quelques heures, l'histoire bascule. Cette histoire promet plus qu'un simple récit militaire. Elle propose une plongée méthodique dans un dilemme où chaque option comporte un coût humain, stratégique et symbolique. Ici, il ne s'agit pas de glorifier une décision, mais de comprendre comment elle se fabrique sous contrainte, dans l'urgence et face à des règles qui laissent peu de place à l'erreur. L'enjeu est immédiat. Préserver la cohésion d'une unité engagée dans un contexte de guerre asymétrique, où la peur, la rumeur et la trahison peuvent circuler plus vite que les ordres. Mais l'enjeu est aussi plus large. Démontrer si l'autorité repose uniquement sur la sanction ou si elle peut survivre à une forme de nuance assumée. À travers le cas précis auquel est confronté Ibrahim Traoré, c'est la crédibilité du commandement qui se joue, tout autant que la confiance silencieuse des soldats qui observent, jugent et ajustent leur loyauté. Comprendre cette décision, c'est donc mesurer ce qu'un chef accepte de risquer, son image, son unité, et parfois l'avenir même de ce qu'il dirige. Un dossier interne révèle qu'un seul soldat a transmis des informations sensibles pendant plusieurs semaines. En moins d'un an, 3 éléments concordants suffisent à établir une trahison au cœur même de l'unité. Ce constat brutal ouvre une brèche immédiate dans un environnement où la confiance n'est pas un luxe, mais une condition de survie. Dans une base militaire de Ouagadougou, soumise à une pression opérationnelle constante, chaque homme dépend littéralement de la fiabilité de celui qui marche à ses côtés. La moindre suspicion peut désorganiser une chaîne entière de décisions, ralentir une réaction, exposer une position. Le contexte dans lequel agit Ibrahim Traoré est celui d'une guerre asymétrique, diffuse, où les lignes de front sont mouvantes et les ennemis rarement visibles. Les unités sont engagées dans des opérations prolongées, souvent isolées, avec des moyens limités et une responsabilité accrue sur les épaules des officiers de terrain. Dans ce cadre, la discipline n'est pas seulement une règle institutionnelle, elle devient un mécanisme de protection collective. Historiquement, les armées ont toujours traité la trahison comme un poison à éliminer sans délai. Les exemples abondent, des légions antiques aux conflits modernes, où un seul informateur a suffi à provoquer des pertes massives, ou l'effondrement d'un dispositif entier. Cette mémoire militaire pèse lourdement sur toute décision contemporaine. Elle impose une lecture immédiate des faits, identifier, neutraliser, dissuader. Mais le contexte humain complique cette logique. Le soldat incriminé n'est ni marginal, ni récemment intégré. Il fait partie du noyau dur de l'unité, respecté, éprouvé au combat, présent lors d'opérations décisives. Cette proximité transforme la trahison en choc moral, bien plus qu'en simple faute disciplinaire. Elle crée un malaise silencieux qui traverse les rangs, nourri par l'incompréhension et la peur d'une contagion. Avant même toute sanction, Ibrahim Traoré doit donc gérer un premier front invisible, celui des esprits. Restaurer un minimum de clarté, éviter la rumeur, maintenir l'opérabilité immédiate. Car dans ce type de guerre, l'hésitation ne dure jamais longtemps sans conséquence. Dans cette situation tendue, le rôle d'Ibrahim Traoré dépasse celui d'un simple officier chargé d'appliquer un règlement. Il devient le point de référence autour duquel l'unité tente de se stabiliser. Sa posture, ses silences et ses premiers gestes sont observés avec une attention extrême. Rien n'est anodin, car chaque signal envoyé par le commandement influence directement le comportement des soldats. Traoré est perçu comme un chef de proximité, présent sur le terrain, habitué à partager les mêmes conditions de vie que ses hommes. Cette relation construite dans l'effort et le risque crée un capital de confiance rare mais fragile. Dès que l'existence d'un traître circule, même de manière informelle, les effets se font sentir. Les échanges se raccourcissent, les regards se durcissent, et certaines patrouilles deviennent mécaniquement plus prudentes, parfois au détriment de leur efficacité.
Les premiers impacts sont donc psychologiques avant d'être opérationnels. Un soldat hésite à se confier, un autre évite les discussions nocturnes qui soudaient jusque-là le groupe. L'unité continue de fonctionner, mais sous tension, comme un mécanisme dont chaque pièce redoute désormais la défaillance de la suivante. Dans ce climat, Ibrahim Traoré doit préserver une double dynamique, maintenir l'autorité formelle tout en empêchant la suspicion de se transformer en fracture durable. Deux situations concrètes illustrent cette pression. Lors d'un briefing matinal, les questions se font plus rares, signe non pas de discipline, mais de retenue. Plus tard, sur le terrain, une manœuvre est exécutée sans initiative individuelle, chacun se limitant strictement aux ordres reçus. La cohésion existe encore, mais elle s'est rigidifiée. Le véritable enjeu apparaît alors clairement. Éviter que la peur ne remplace la confiance. Car une unité qui n'ose plus compter sur elle-même devient vulnérable, même sans ennemi visible. Avant la révélation, la situation semblait maîtrisée. Les opérations s'enchaînaient selon un rythme éprouvé. Les consignes étaient maintenant claires et l'unité avançait avec une efficacité forgée par des mois de pression continue. Puis, en quelques heures, tout change. La découverte d'éléments compromettants agit comme un déclencheur brutal. Ce qui relevait jusque-là de la routine militaire bascule dans un enchaînement d'actions où chaque minute compte. La première phase est celle de la vérification. Les informations sont recoupées, comparées, mises en perspective. Aucun ordre spectaculaire n'est donné. Cette retenue n'est pas un signe d'hésitation, mais une nécessité stratégique. Une accusation mal fondée pourrait être aussi destructrice qu'une trahison réelle. Les transmissions sont observées, les déplacements analysés, les horaires confrontés. Progressivement, un schéma cohérent se dessine, suffisamment solide pour justifier une décision formelle. Vient ensuite le moment de la confrontation. Le soldat concerné est isolé du reste du groupe, sans annonce publique, afin d'éviter toute réaction en chaîne. L'entretien se déroule dans un cadre volontairement sobre, presque neutre. Aucun cri, aucune menace. La tension est pourtant extrême, car les enjeux dépassent largement l'individu. À cet instant précis, Ibrahim Traoré ne fait pas face à un ennemi déclaré, mais à une rupture de confiance qui engage l'ensemble de son commandement. La phase suivante marque le point culminant. Les preuves s'accumulent, les silences deviennent lourds de sens et la réalité de la trahison ne peut plus être écartée. Autour, l'unité ressent confusément que quelque chose se joue sans en connaître les détails. Les rumeurs circulent à voix basse, amplifiant l'incertitude. Chaque soldat projette ses propres craintes, oscillant entre colère et peur de l'inconnu. Les conséquences immédiates ne tardent pas. Certaines opérations prévues sont réévaluées, non par manque de capacité, mais par souci de sécurité. Des itinéraires sont modifiés, des procédures renforcées. Cette adaptation rapide évite un effondrement opérationnel, mais elle a un coût. Elle alourdit la charge mentale des équipes et renforce le sentiment que la menace vient désormais de l'intérieur autant que de l'extérieur. Enfin, la dernière phase est celle de l'attente. Aucune sanction n'est annoncée sur le champ. Ce silence, inhabituel dans un cadre militaire, crée un vide. Certains y voient une faiblesse, d'autres une réflexion nécessaire. Le commandement sait pourtant que cette suspension du temps ne peut durer indéfiniment. Une décision devra être rendue et elle sera observée, commentée, interprétée bien au-delà de la base. À travers cette succession rapide d'événements, une certitude s'impose. Ce qui est en jeu n'est plus seulement la faute d'un homme, mais la capacité d'un chef à transformer une crise interne en moment de vérité collective. Au départ, la situation répond à une norme claire. Toute trahison interne appelle une sanction immédiate. Après l'enquête, la réalité évolue vers un cas exceptionnel où les faits confirment la faute sans en épuiser le sens. Cette bascule structure toute l'analyse. Les preuves matérielles existent, elles sont cohérentes et elles suffiraient, dans un cadre classique, à clore le débat. Pourtant, leur lecture détaillée ouvre une zone grise que le commandement ne peut ignorer. Premier élément mesurable, les échanges interceptés. Leur fréquence augmente progressivement sur plusieurs semaines, sans pic brutal ni accélération soudaine. Ce rythme suggère une contrainte continue plutôt qu'une initiative opportuniste. Loin d'un espionnage méthodique et rémunérateur, les transmissions apparaissent irrégulières, souvent lacunaires, comme dictées par la peur plus que par la stratégie.
Cette dynamique affaiblit l'hypothèse d'une trahison motivée par l'idéologie ou l'appât du gain. Deuxième indicateur, les flux financiers. Le montant cumulé reste inférieur à 3 millions de francs CFA, une somme modeste au regard des risques encourus et des standards observés dans des cas comparables. Chaque versement correspond à une tentative désespérée d'obtenir un délai, une preuve de vie ou une promesse de libération. L'argent ne circule pas comme une récompense, mais comme une rançon fragmentée. Cette donnée modifie profondément l'interprétation morale du dossier, sans en annuler la gravité juridique. Troisième fait chiffré, l'âge de la personne prise en otage. La sœur du soldat a 12 ans. Cette donnée n'est pas anecdotique, elle explique la rapidité de la soumission et l'effondrement psychologique observé lors de l'interrogatoire. Dans les conflits contemporains, la pression exercée sur les proches constitue un levier connu, précisément parce qu'il contourne la formation militaire et la discipline. Ici, le chantage ne vise pas le soldat, mais l'enfant dont il se sent responsable. Pris ensemble, ces éléments dessinent un profil atypique. Les preuves confirment la transmission d'informations, mais elles décrivent aussi une spirale de contraintes. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de nier les faits, mais d'en comprendre la dynamique réelle. Une sanction aveugle risquerait de masquer une vulnérabilité systémique, l'exposition des familles comme point d'entrée pour l'ennemi. L'analyse quantitative révèle donc une tension fondamentale. D'un côté, les chiffres suffisent à établir la culpabilité. De l'autre, ils montrent que cette culpabilité s'inscrit dans un mécanisme plus large, qui dépasse l'individu. Cette lecture oblige le commandement à élargir sa focale, à passer d'un raisonnement punitif à une réflexion sur la prévention et la résilience collective. En intégrant ces données, Ibrahim Traoré comprend que la décision à venir ne sera pas seulement jugée sur sa fermeté, mais sur sa capacité à réduire la probabilité qu'un tel scénario se reproduise. La mesure des faits devient alors un outil non pour condamner plus vite, mais pour décider plus justement. La première position, la plus immédiate, repose sur un principe simple. Sans sanction exemplaire, aucune armée ne peut survivre. Selon cette lecture, toute nuance introduite face à une trahison avérée crée un précédent dangereux. Elle envoie le signal que la règle peut être contournée lorsque la pression devient trop forte. Dans un contexte de guerre asymétrique où l'ennemi cherche précisément à exploiter les failles humaines, cette indulgence serait interprétée comme une invitation à recommencer. La peur de la sanction, soutiennent ses partisans, demeure le dernier rempart contre l'effondrement de la discipline. Un second argument, tout aussi structuré, insiste sur la protection du collectif. L'unité ne combat pas seulement avec des armes, mais avec la certitude que chacun respectera le pacte tacite du risque partagé. Tolérer une trahison, même motivée par la contrainte, reviendrait à hiérarchiser les vies et à fragiliser ce pacte. Certains soldats pourraient se demander pourquoi ils devraient continuer à résister au prix de leur propre famille, si une transgression aussi grave n'est pas immédiatement punie. Dans cette optique, la clémence n'est pas une vertu, mais une menace silencieuse. Face à ces deux positions, Ibrahim Traoré ne nie ni la logique ni la légitimité des inquiétudes exprimées. Il les intègre. Mais il introduit une donnée supplémentaire, l'efficacité réelle de la sanction dans un environnement où la pression psychologique devient une arme stratégique. Exécuter ou exclure sans nuance peut dissuader à court terme, mais cela n'empêche pas l'ennemi d'utiliser les mêmes méthodes sur un autre soldat, ailleurs, plus tard. La réponse du commandement s'appuie alors sur un renversement partiel du raisonnement. La véritable fermeté ne consisterait pas uniquement à punir, mais à réduire la surface d'exploitation de l'unité. En traitant ce cas comme une anomalie à comprendre plutôt qu'un simple crime à effacer, Ibrahim Traoré cherche à renforcer le collectif sur le long terme. La discipline demeure, mais elle s'accompagne d'une lucidité nouvelle. Dans cette guerre, ignorer la dimension humaine revient à combattre avec un angle mort dangereux. À ce stade, un constat s'impose. La sanction classique aggraverait le risque. Ce constat marque un basculement silencieux dans la réflexion du commandement. À ce stade, Ibrahim Traoré comprend que la décision attendue n'est pas seulement celle que la tradition impose, mais celle que la situation réelle exige. Punir immédiatement réglerait un problème visible, tout en laissant intacte la mécanique qui l'a rendu possible.
La crise n'est plus individuelle, elle devient structurelle. Ce point de rupture modifie la lecture de l'ensemble du dossier. La trahison n'apparaît plus comme une anomalie isolée, mais comme le symptôme d'un levier stratégique utilisé par l'adversaire. Tant que les familles restent exposées, chaque soldat représente une cible potentielle. La sanction, aussi sévère soit-elle, ne ferme pas cette brèche. Elle peut même l'élargir en installant une peur supplémentaire, moins contrôlable que la discipline elle-même. Ibrahim Traoré perçoit alors un changement de césure. L'enjeu n'est plus de restaurer l'ordre par un acte spectaculaire, mais de reprendre l'initiative. Cela suppose de transformer une faiblesse subie en variable maîtrisée. La décision à venir devra simultanément préserver l'autorité, protéger l'unité et envoyer un message lisible à l'ennemi. À partir de ce moment précis, la question n'est plus de savoir s'il faut frapper, mais comment neutraliser durablement la méthode employée contre ces hommes. La réponse ne se trouve pas dans les textes, mais dans l'adaptation. La décision qui se dessine ne produit pas des effets abstraits. Elle génère des conséquences tangibles, distinctes selon les acteurs concernés et immédiatement perceptibles sur plusieurs plans. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste précisément à anticiper ces répercussions croisées afin d'éviter qu'une solution locale ne crée une instabilité plus large. Du point de vue institutionnel, la première conséquence touche l'autorité de l'État et de la hiérarchie militaire. Une réponse strictement punitive aurait envoyé un signal de rigidité conforme au texte, mais elle aurait aussi figé la doctrine face à des méthodes adverses évolutives. En optant pour une lecture plus stratégique, le commandement ouvre la voie à une adaptation des procédures, notamment en matière de protection des proches des soldats. Cette inflexion n'affaiblit pas l'institution, elle la rend plus consciente de ses angles morts et plus apte à corriger ses vulnérabilités. Pour les acteurs économiques locaux, souvent dépendants de la stabilité sécuritaire, l'impact est indirect mais réel. Une unité fragilisée par la méfiance interne ralentit les opérations, prolonge l'insécurité et retarde la reprise d'activités essentielles. A l'inverse, une cohésion préservée réduit les interruptions, sécurise les axes et limite les effets de contagion de la violence. La décision d'Ibrahim Traoré contribue ainsi à maintenir un minimum de prévisibilité dans un environnement déjà instable. La population civile ressent les effets de manière plus diffuse, mais plus profonde. La perception d'une armée capable de discernement renforce la confiance, surtout dans les zones où les familles de soldats sont exposées aux représailles. Savoir que le commandement reconnaît cette réalité et cherche à y répondre diminue la peur silencieuse et favorise la coopération. A l'inverse, une sanction aveugle aurait pu alimenter le sentiment que l'institution sacrifie ses propres membres sans chercher à comprendre les mécanismes de la contrainte. À l'échelle régionale, enfin, la décision envoie un message aux groupes armés. Elle indique que le chantage familial n'est pas une arme sans coût. En neutralisant cette méthode par l'anticipation et la prévention, le commandement réduit l'efficacité d'un levier largement utilisé dans les conflits contemporains. Cette réponse ne supprime pas la menace, mais elle en augmente le prix et en limite la portée. En agrégeant ses conséquences, un constat s'impose. La décision ne protège pas seulement une unité à un instant donné, elle redéfinit un équilibre entre fermeté et adaptation. Ibrahim Traoré engage ainsi une transformation discrète, mais structurante, dont les effets dépassent largement le cadre initial du dilemme. Le premier scénario, dit de continuité maîtrisée, repose sur une application rigoureuse de la décision prise et de ses enseignements. Les procédures de protection des familles sont renforcées, les canaux d'alerte interne deviennent opérationnels et la cohésion se stabilise sans rupture visible. Dans cette hypothèse, l'unité conserve sa capacité d'action, tout en intégrant progressivement des mécanismes de prévention psychologique. La discipline reste intacte, mais elle s'appuie davantage sur la confiance structurée que sur la crainte immédiate. À moyen terme, l'impact est discret, mais durable. Le second scénario, plus optimiste, suppose que cette approche fasse école, d'autres unités s'en inspirent, des formations spécifiques sont déployées, et la question de la vulnérabilité familiale devient
un axe central de la doctrine. Cette dynamique réduit l'efficacité du chantage ennemi et améliore la circulation de l'information en interne. Dans ce cas, Ibrahim Traoré apparaît non seulement comme un chef ayant géré une crise, mais comme un acteur de transformation organisationnelle. La légitimité du commandement s'élargit, car elle s'appuie sur des résultats tangibles et une vision partagée. Le troisième scénario, le plus critique, envisage un retournement négatif. La décision est mal comprise, interprétée comme une faiblesse ou instrumentalisée par certains acteurs. La rumeur s'installe, la confiance se fragmente et l'ennemi exploite cette ambiguïté pour tester à nouveau les limites du système. Si les mesures d'accompagnement sont insuffisantes, la cohésion pourrait s'éroder lentement, sans crise spectaculaire, mais avec une perte progressive d'efficacité. Dans ce cas, la nuance initiale deviendrait un fardeau, faute d'avoir été pleinement assumée et expliquée. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation s'impose. Ne pas laisser la décision isolée de son cadre. Si elle est suivie d'actions claires, mesurables et collectivement comprises, elle peut renforcer l'ensemble du dispositif. Si elle reste symbolique, elle expose le commandement à des interprétations divergentes. La clé réside donc moins dans le choix initial que dans sa traduction concrète au fil des mois. La question centrale demeure ouverte. Quelle lecture l'organisation fera-t-elle de cette décision lorsqu'elle ne sera plus récente, mais intégrée à la routine ? Au-delà du cadre militaire, cette situation touche des mécanismes familiers à toute organisation confrontée à la pression. Chacun reconnaît ce moment où une règle claire rencontre une réalité humaine complexe et où l'application mécanique promet une solution rapide mais imparfaite. Le dilemme observé ici agit comme un miroir, car il met en scène une tension universelle entre sécurité, responsabilité et compréhension. Pour ceux qui dirigent des équipes, l'épisode rappelle que l'autorité ne se limite pas à décider, mais à assumer les effets secondaires de chaque décision. Une sanction peut rassurer à court terme, mais elle ne résout pas toujours la cause profonde du problème. A l'inverse, une approche nuancée exige du temps, de l'explication et une exposition personnelle plus forte du leader. Elle implique d'accepter le doute des autres et parfois leur incompréhension. Pour les membres d'un collectif, cette histoire pose une autre question. Jusqu'où peut-on attendre d'un individu qu'il résiste seul à une pression extrême ? Le sentiment de protection, réel ou perçu, influence directement la loyauté et l'engagement. Savoir que l'organisation reconnaît certaines vulnérabilités change la manière dont chacun envisage le risque et la confiance accordée au groupe. Enfin, pour l'observateur extérieur, le récit invite à dépasser le jugement immédiat. Il montre que derrière chaque décision visible se cache une série de calculs invisibles, souvent contradictoires. Comprendre ces arbitrages n'implique pas de les approuver, mais de mesurer leur complexité. Cette distance critique permet d'évaluer un leadership non seulement sur ses résultats, mais sur la cohérence entre ses valeurs affichées et ses choix concrets. À ce stade, une interrogation persiste. Dans une situation comparable, privilégieriez-vous la règle qui protège l'ordre, ou l'ajustement qui cherche à préserver le sens collectif ? La décision ne peut produire d'effet durable sans une traduction opérationnelle claire. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu devient alors d'ancrer le choix dans une série d'actions lisibles, mesurables et collectivement assumées. La première étape consiste à formaliser un canal d'alerte interne sécurisé. Chaque soldat doit pouvoir signaler une pression exercée sur ses proches sans crainte de sanctions immédiates. Ce dispositif vise à déplacer le problème en amont, avant qu'il ne se transforme en faute irréversible. La deuxième étape porte sur la protection indirecte des familles. Il ne s'agit pas de promettre une sécurité absolue, mais de cartographier les risques et de prioriser les situations les plus exposées. Des relais locaux, civils ou institutionnels peuvent être mobilisés pour réduire l'isolement des proches et limiter l'efficacité du chantage. Cette mesure répond à une logique simple, diminuer la symétrie entre la pression ennemie et la capacité de réaction du commandement. La troisième étape concerne la formation. Les officiers intermédiaires sont sensibilisés aux signes de détresse psychologique et aux comportements à risque. L'objectif n'est pas de transformer les chefs en psychologues, mais de leur fournir des repères concrets pour identifier une vulnérabilité
avant qu'elle ne soit exploitée. Cette vigilance partagée renforce la cohésion sans alourdir la chaîne hiérarchique. Enfin, une évaluation régulière est mise en place. Les incidents signalés, les réponses apportées et leurs effets sont analysés collectivement. Cette boucle de retour permet d'ajuster les mesures sans attendre une nouvelle crise. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route ne remplace pas la discipline. Elle la complète en l'adaptant à une guerre où la pression morale devient une arme. À travers ces étapes, la décision initiale cesse d'être un cas isolé et devient un cadre d'action. Reste une question essentielle, cette approche pourra-t-elle résister à l'épreuve du temps et de nouvelles crises imprévues ? Le souvenir de cette base écrasée par la chaleur revient, identique en apparence, mais différente en profondeur. Les mêmes murs, la même poussière, les mêmes visages marqués par la fatigue. Pourtant quelque chose a changé dans la manière dont l'unité se regarde et se comprend. Le dilemme initial n'a pas disparu. Il a laissé une trace durable, comme une cicatrice qui rappelle un choix assumé plutôt qu'un ordre subi. En prenant cette décision, Ibrahim Traoré n'a pas seulement tranché un cas individuel. Il a exposé une manière de commander où la fermeté ne se confond pas avec l'aveuglement. Le motif qui traverse tout ce récit réapparaît alors clairement. Diriger, ce n'est pas éliminer toute fragilité, mais apprendre à l'encercler sans la nier. Cette approche n'efface ni la faute ni le danger, mais elle leur donne un cadre intelligible. Le soldat au cœur de la crise demeure une figure silencieuse, rappel constant des limites humaines face à la contrainte. L'unité, elle, avance avec une conscience accrue de ses propres vulnérabilités. Ce n'est pas un apaisement confortable, mais une lucidité partagée. Une phrase s'impose comme un point d'ancrage. La cohésion née de la compréhension résiste parfois mieux que celle imposée par la peur. Ce principe, discret mais puissant, continue de résonner bien après la fin de l'épisode. Ce récit ne se referme pas sur une certitude, mais sur une invitation à réfléchir autrement au leadership. L'épisode observé montre que certaines décisions ne se mesurent pas uniquement à leur efficacité immédiate, mais à la manière dont elles transforment durablement un collectif. En ce sens, le choix assumé par Ibrahim Traoré agit comme un révélateur plutôt que comme une conclusion. Il éclaire les tensions profondes entre règles, responsabilité et confiance, sans prétendre les résoudre définitivement. À l'échelle d'une organisation, d'une communauté ou même d'une société, la question reste entière. Comment maintenir un cadre solide tout en reconnaissant les fragilités humaines qui le traversent ? Ignorer ces fragilités expose à des ruptures brutales. Les intégrer exige du courage, de la pédagogie et une vision de long terme. Ce sont précisément ces qualités qui distinguent une autorité figée d'un leadership vivant. L'histoire se termine, mais les dilemmes qu'elle soulève persistent bien au-delà de ce contexte précis. Chacun peut y projeter sa propre expérience, ses propres arbitrages et interroger la manière dont il juge ceux qui décident sous pression. Face à un choix similaire, privilégieriez-vous la sécurité immédiate ou la construction patiente d'une confiance capable de durer ?